E o Milênio dessa semana está aqui em São Paulo, mais precisamente na Bela Vista, na cidade de Matarazzo. Um grande projeto imobiliário que está sendo construído aqui, imobiliário cultural, misto, que leva a assinatura de um dos maiores arquitetos do século XX e do século XXI, o francês Jean Nouvel, o homem do Instituto do Mundo Árabe, o homem da extensão do Museu Reina Sofia em Madrid, do Louvre de Abu Dhabi, da Fundação Cartier e de tantas outras obras. Nessa nossa conversa, Jean Nouvel vai falar da arquitetura hoje, da arquitetura do futuro, da importância de contextualizar a arquitetura na história, do desafio de equilibrar o público e o privado e um pouco de sua visão de mundo também. O Milênio está começando. Le fait d'être né en 1945, soit juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a Hiroshima, Nagasaki et moi, c'est quand même un bon départ. C'est pas mal de choses. Hein? Et dans un pays où il y avait beaucoup de choses, d'avoir grandi dans un pays où il y avait beaucoup de choses à reconstruire, à refaire. Vous croyez que là, ce fait-là a-t-il eu en quelque sorte de l'influence dans la façon dont vous êtes conduit dans la vie et la profession que vous avez choisie après ça? Écoutez, être né à la fin de la guerre, c'est sûrement déjà un message d'optimisme, non? C'est mieux qu'au début. Mais j'ai pas, dans mon pays, du côté du Lot-et-Garonne et de la Dordogne, je me souviens d'une époque tout à fait sereine. Donc je suis né au milieu des bois, hein. Je suis un homme des bois et en plus je suis presque un homme préhistorique parce qu'il y a les grottes de Lascaux qui sont à côté. Bon, donc je suis né à côté d'une ville médiévale, la ville de Sarlat où j'ai passé toute mon enfance. Donc dans les petites rues, au milieu des hôtels du 15e, 16e et 17e siècle, dans lesquels j'habitais. Donc ça a sûrement eu, je n'ai pas fait de psychanalyse réelle sur ce point-là, mais ça a sûrement eu une influence sur le fait qu'à un moment, quand mes parents ont refusé de me payer mes études parce que je voulais devenir peintre ou artiste aux Beaux-Arts, j'ai décidé de me dire non, je veux devenir architecte. En disant je vais aux Beaux-Arts, puis je reviendrai après en art plastique, ce que je n'ai jamais fait. Le fait d'être le fils d'un prof d'histoire et géographie, quel genre d'influence a-t-il eu dans votre formation? Déterminant. Déterminant. Oui. Parce que j'ai compris depuis le début ce que ça voulait dire. L'amour des cartes, l'amour des lieux, les explications du père. Donc ça m'a poursuivi. Et je crois que c'est lié à l'architecture aussi. Et je dis toujours qu'une architecture qui ignore l'endroit où elle est et ce qui s'est passé avant, c'est pas mon point de départ. Et en mélangeant un petit peu tout ça, on est ici à São Paulo, quartier de Bela Vista, dans un endroit où il y a des bâtiments anciens, pour le Brésil assez anciens, pas historiques mais anciens, et vous allez construire une nouvelle tour ici, qui sera plus moderne, et cela est une espèce de... c'est pas constant, mais c'est assez fréquent dans votre œuvre, c'est de regarder le présent, bien sûr en voyant le futur, mais sans perdre le passé. Ce contexte et cet équilibre entre le passé et le présent, quelle est l'importance pour votre architecture? Moi je pense effectivement qu'aujourd'hui il faut être contextuel. J'ai une culture qui est liée totalement à cela, la culture structuraliste, parce que c'était mon époque. Et si je n'ai pas les bonnes raisons et les bons renseignements, je sais rien faire. J'ai l'impression que je suis complètement perdu. Et je crois qu'aujourd'hui, les architectures admettent d'être perdues. Le livre que j'ai fait avec Jean Baudrillard, Les objets singuliers, ne parle que de ça, en fait. On ne parle que de cette perte d'identité. Moi, je parle beaucoup de clonage dans ce livre, d'objets parachutés. Donc un immeuble, c'est mieux quand il arrive par le bas que par le haut. Par le bas, ça veut dire c'est mieux qu'il ait des racines, c'est mieux qu'il sache où il est, et c'est mieux aussi qu'à partir du moment où on le définit, cette définition ne soit pas sans relation avec ses ancêtres, ou ses voisins. Ce qui ne veut pas dire, dans le contextualisme, qu'on ne fait que reproduire comme des néo-régionaux, ce qu'on dit souvent comme style néo-régional, ce qu'il y avait avant.
contextuel. Le premier contexte, c'est l'époque. Mhm. C'est pour ça que le pastiche est une idée idiote. Bon, on essaie de refaire ce qu'on savait faire, ça fait un siècle. Bon, on n'a plus les moyens de le produire, ça donne des choses complètement fausses et affaiblies. Donc on n'est pas là pour détériorer le modèle culturel. On est là, le cas échéant, pour l'amplifier, pour l'approfondir et pour le faire évoluer. Et le cas échéant, pour en inventer un autre. Mhm. Et de toute façon, il y aura toujours, il me semble, le choc du nouveau. Quand on voit même un architecte La comme modernité, c'est la tradition du nouveau. Et quand on voit un architecte comme vous qui a cette préoccupation contextuelle et historique même ainsi, vous êtes critiqué ici et là pour faire des choses ou des immeubles, des bâtiments qui, pour certains, paraissent hors de leur contexte environnant. Ça, c'est amusant quand même. C'est amusant. De ma fenêtre à moi, c'est très amusant. Ouais. Et je crois que mais ça a été le cas aussi en plusieurs périodes de l'histoire. Je crois que quand les grandes, je vous ai déjà entendu dire cela même, quand les grandes cathédrales ont été construites dans toute l'Europe, beaucoup de gens étaient choqués par la taille de ces bâtiments, par leur style. Et après, en venant beaucoup plus près de nous, quand la Tour Eiffel a été construite ou quand le Beaubourg a été construit. Et ce que je voudrais savoir de vous, c'est que si les gens vont toujours être choqués par le nouveau, ou c'est quelque chose qui passe Ça rapidement. rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on dit qu'on est contextualiste, les gens pensent qu'on va refaire ce qui a été fait avant pour être sûr d'être en accord avec ce qui est fait avant. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est le contraire. Ça a toujours été le contraire. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on fait une chose qui n'a rien à voir. Bon, on fait quelque chose qui correspond à l'époque, qui sait où elle est en termes et d'échelle et de correspondance et de références culturelles. Mais ça, c'est pas directement lisible pour la personne de la rue souvent. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Comme le centre Pompidou, bon, ça n'existait pas avant. Le centre Pompidou, en fait, c'est comme une cathédrale. Il y a un parvis, il y a des arcs-boutants, ça monte juste au niveau qu'il faut pour contempler Paris. Bon, sur le plan urbain, c'est une pièce tout à fait ciselée et tout à fait où on peut trouver toutes les raisons historiques pratiquement. Mais il ne voit que les tuyaux et le métal. Bon, ça c'est autre chose. Et vous avez dit qu'il était très facile de donner quelques exemples de l'architecture parachutée. Pourriez-vous nous donner quelques exemples? Ah non, je vais vous donner l'exemple les exemples pour moi, c'est les immeubles de bureaux, c'est les immeubles de logement. Écoutez, il suffit de prendre un hélicoptère comme je l'ai fait pour Globo il y a quelques années, se promener au-dessus de São Paulo et vous verrez à quel point il y a une similitude entre tous les immeubles de logements sociaux qui sont là. Et puisque vous touchez à ce sujet-là des logements sociaux, et beaucoup de gens qui sont en train de voir cette émission-là, certainement ne savent pas que vous avez aussi un grand nombre de projets de logements sociaux. Et dans vos logements sociaux, la préoccupation était tout autre. Quelle était cette préoccupation première? Écoutez, en France, je trouvais déjà que les logements étaient beaucoup trop petits et que la norme était idiote. On appelait ça des logements tampons, on faisait un coup de tampon et puis on répétait le logement. Et en France, il y a eu un moment sous Mitterrand où il y a eu la possibilité de faire des réalisations expérimentales. Il fallait garder le prix, mais on avait le droit de ne pas respecter toutes les règles. Et j'ai dit, un beau logement, c'est un grand logement. Je suis parti de ce principe pour montrer que même avec peu d'argent, on pouvait faire des appartements largement plus grands, 30 à 40%. La cité manifeste, elle est de ce temps-là ou elle est un peu plus récente que ça, mais donc, elle vient dans cette longueur d'onde. Némosus a été fait à ce moment-là. Et Némosus a été fait avec Jean Bousquet, qui est le couturier Jean Cacharel, qui avait décidé déjà de mettre les HLM dans la ville, de les donner à louer dans les agences immobilières et pas sur des listes automatiques comme ça. Et on a réussi à faire ça.
Nos 14 anos em que François Mitterrand esteve no poder, a partir de 1981, foram realizados vários projetos marcantes de arquitetura na França. E não apenas grandes obras monumentais. Nessa época, Jean Nouvel participou de alguns projetos para a construção de prédios residenciais de baixo custo. On a réussi à faire avec des composants industriels dont le prix était entièrement connu pour que les entreprises soient aussi obligées de répondre dans le prix, on est arrivé à faire ça. Mais quand le maire a changé, le maire suivant, il a essayé de remettre les prix à la surface corrigée, c'est-à-dire en fonction de la surface et non pas en fonction de l'investissement. Et donc les habitants ont été obligés de partir pour une grande partie, les autres sont battus. Donc je pense qu'effectivement cette bagarre sur le logement social, il faut l'avoir, puisqu'aujourd'hui, les logements sont encore plus petits qu'avant et encore plus chers. Et là je dis que la principale question aujourd'hui, c'est la disparition de l'architecte, du rôle sociétal de l'architecte. L'architecte est quand même là, a priori, pour parler de paramètres qui n'existent plus aujourd'hui. Que ce soit l'humanisme, que ce soit la poésie, que ce soit l'hédonisme ou le plaisir de vivre, que ce soit la relation d'un bâtiment avec son paysage ou avec l'histoire, tout ça, ça n'existe plus. On est dans un urbanisme préfabriqué qui n'est plus de l'architecture. Il paraît que l'urbanisme, c'est pas de l'architecture, l'urban planning, c'est pas de l'architecture. Moi je dis c'est de l'architecture à grande échelle, mais c'est de l'architecture. Donc actuellement, les architectes sont devenus simplement des personnes qui travaillent sur des lois qui leur sont imposées et qui sont des lois inhumaines. En parlant un petit peu de cette responsabilité sociale de l'architecte, il y a deux trucs qui sont très communs en notre époque. Les grands projets de renouvellement de régions, de villes. Par exemple ici même à São Paulo, à Rio, on vit ça assez aussi dans la région du port de Rio. Mais on a connu les exemples de Barcelone, les exemples de New York même. Mais avec ce renouvellement est venu aussi le zoning, beaucoup, très très fort, et aussi ce que les Américains appellent la gentrification, qui est à la fin expulser les gens qui habitaient là-bas parce que cette zone renouvelée, elle devient très chère pour les gens qui habitaient là-bas. Comment vous croyez qu'il est possible de trouver un équilibre entre les nécessaires renouvellements, même pour donner de la vitalité à des zones qui n'ont plus de vie, mais en même temps sans perdre l'âme qui sont les gens de ces endroits? C'est pour ça qu'il ne faut pas que tout le pouvoir soit du côté économique et politique, surtout quand il est un peu aveugle. C'est pour ça que c'est une question politique au sens humain, et c'est pour ça que c'est une question politique qu'il va falloir poser à des acteurs sociaux les plus diversifiés. Donc c'est important que des décisions de l'ordre de la vie urbaine, de l'ordre du plaisir de vivre, de l'ordre de la mixité, de l'ordre de la mutation, de l'ordre de tout ça, soient prises par des gens qui ont une dimension poétique et humaniste. On a besoin d'eux, on en manque cruellement. Très bien. Juste une minute. E no próximo bloco a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Jean Nouvel fala também da sua relação com o mundo árabe, dos grandes museus e do futuro da arquitetura. La laïcité, c'est la tolérance. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils ont le droit d'adorer Mahomet, ça va très bien. Ils n'ont pas le droit de tuer au nom de Mahomet. Daqui a pouco no Milênio. E o Milênio volta com a entrevista aqui em São Paulo com um dos maiores arquitetos do século XX e XXI, o francês Jean Nouvel. Quando Jean Nouvel tinha pouco mais de 40 anos, ficou pronto o projeto que consolidou a fama internacional do arquiteto, o Instituto do Mundo Árabe, em Paris. Esta é apenas uma entre as muitas iniciativas de Nouvel ligadas ao universo do Islã. Et en ces temps que nous vivons, où on vit la crise des immigrés et où on vit la crise
de l'État islamique et du terrorisme et la crise qui alimente et engendre aussi la islamophobie. Je voudrais savoir de vous, qu'est-ce que vous avez appris de la culture islamique et arabe en vous penchant plus, parce que vous avez fait beaucoup de projets, des projets de mosquées, des projets de musées dans le monde arabe. Et qu'est-ce que vous avez appris de cette culture et comment voyez-vous ce moment que nous vivons maintenant? La première chose que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas confondre islamique et islamiste. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des fous, ça existe partout. On les a connus dans toutes les religions quand même. On les a connus dans la religion catholique, avec l'Inquisition. Bon. Il y a des gens qui pensent que si vous n'avez pas le même Dieu qu'eux, il faut vous tuer. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'idéologie laïque. Je crois que la laïcité, c'est la tolérance. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils ont le droit d'adorer Mahomet, ça va très bien. Ils n'ont pas le droit de tuer au nom de Mahomet. Bon. Ça c'est ce que je pense. Je fais de l'architecture qui parle de leurs valeurs culturelles. Je vais même faire un musée islamique à New York, près de Ground Zero, pour montrer que l'islam, c'est aussi une culture très très profonde et très humaine, et qu'il ne faut pas confondre. Sauf qu'avec ce qui se passe en ce moment, et avec ce qui s'est passé dans les banlieues aussi, où il y a eu tout ce communautarisme et tous ces quartiers complètement ségrégés dont personne ne s'est occupé, on a réussi à créer de la haine contre nos propres civilisations. Et quand même, les terroristes français, ils sont issus pour l'essentiel de la banlieue parisienne. Mais on ne peut pas dire quand même qu'on soit totalement exempt de toute responsabilité. C'est pour ça que la ville, elle doit prendre en compte tous ces phénomènes sociopolitiques. Et on ne doit pas remettre de l'huile sur le feu en ne permettant pas l'intégration de la façon la plus ouverte possible, la plus humaine possible. Il faut absolument que les villes acceptent de mettre l'accent sur l'égalité qu'il y a entre tous les citoyens qui vivent la ville, l'égalité d'accès aux grands espaces publics, ou la hiérarchie des différents espaces publics avec les quartiers, et qu'on ne crée pas des zonings et des ségrégations comme on l'a fait pendant des décennies avec tous les gouvernements d'ailleurs. Et juste pour avoir cette petite précision, quelle était votre intention? Je sais que ça pourrait donner une grande explication, mais avec l'utilisation que vous avez faite de la lumière spécifiquement, dans l'Institut du monde arabe, mais aussi par exemple dans le Louvre d'Abu Dhabi, que vous avez utilisé les lumières avec une délicatesse et une gentillesse et en même temps quelque chose d'espoir qui est oui, mais ça c'est enfin, spécialement pour le Louvre Abu Dhabi, c'est une dimension spirituelle. On la trouve dans les mosquées, on la trouve dans tous les espaces religieux en fait. Et c'est vrai qu'il y a une magie de l'architecture arabe, une magie liée à géométrie et lumière qu'on retrouve à l'Institut du monde arabe, effectivement, où là c'était plus pour contrôler la façade sud et établir un filtre avec l'université et puis créer une sorte de ponctuation dans la librairie. Mais à chaque fois, la lumière est le moyen symbolique de rappeler la vocation d'un lieu. Votre processus de travail, on sait que bien sûr vous avez une entreprise d'architecture presque, il y a assez de gens qui travaillent avec vous, mais quand vous commencez un projet, qu'est-ce que vous pensez premièrement? Est-ce la forme, l'espace, l'utilisation, ou c'est comme certains compositeurs ou musiciens qui disent que quelquefois tout vient ensemble et on commence de là? Dans un projet, il faut déjà intégrer toutes les informations. L'architecture, c'est le contraire d'une discipline de la liberté. C'est l'art d'accommoder les contraintes. Et les contraintes, il y en a. Donc il faut déjà prendre conscience de toutes les contraintes. Ensuite, il faut discuter avec les personnes qu'il faut au vu des questions qui se font jour. Et puis ensuite, il faut se mettre chez soi, tout fermer, tout entendre. C'est ce que je fais moi, dans ma chambre. Silence, pas de vue. Et là, je passe des heures à me faire le film. De la synthèse. Et puis je reviens dans mon groupe avec quelque chose à dire, à discuter, et le projet commence vraiment.
Comment voulez-vous que les gens se souviennent de Jean Louvel dans 100 ans, disons? Ou Écoutez, s'il est que vous voulez que les gens se je ne souviennent sais de Jean absolument Louvel. pas s'ils s'en souviendront et comment, mais en tout cas, je considère que chaque objet a son autonomie. C'est-à-dire que les architectures sont conservées si elles sont aimées et si elles deviennent témoignages de civilisation. Ce que j'espère, c'est les temps les plus difficiles sont les premiers, souvent, hein, les premières décennies. Mais c'est souvent les plus fragiles qui sont le plus conservés d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense. J'espère que certaines œuvres traverseront un peu le temps. Et qu'est-ce qui vous donne de l'espérance pour le futur quand vous regardez aujourd'hui? Parce qu'il me semble qu'on a besoin d'espérance pour croire qu'on peut continuer. J'ai une vieille théorie sur le sujet, c'est que le futur ne m'intéresse pas trop. C'est le présent qui m'intéresse beaucoup. Parce que là, je peux influer sur le présent. Et je crois que c'est en étant utile dans le présent qu'on fabrique le futur. Le futur, il se passera de moi. Merci beaucoup, Jean Louvel, pour cette interview. Agora um pouquinho de vinho para ele, né?